Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. On parle de cybersécurité bien dans son job. Aujourd'hui, former les collaborateurs aux questions de cyber, notamment ceux qui sont en télétravail. On va en parler dans quelques instants avec Dalila Benatia. Elle est directrice générale France de Terra Nova Security. Elle nous parlera de cette étude Ipsos. Et puis Smart et Réglo pour cette nouvelle année. Oui, parce que nous démarrons l'année avec cette émission. Nouvelle année et nouvelles règles. Oui, évidemment, on va en parler avec Étienne Pujol, avocat en droit social au cabinet Berilo. Et puis le cercle RH, les personnes en situation de handicap en entreprise. On va faire un état des lieux pour commencer cette nouvelle année 2023 et on en parlera avec des experts, des acteurs, mais aussi des structures qui accompagnent les entreprises justement pour permettre aux jeunes, notamment en situation de handicap, de trouver un emploi. Et puis fenêtre sur l'emploi, anticiper la cession de son entreprise, c'est un sujet important pour sauver sa valeur et ses emplois. On fera le point avec Sylvie Gamet, évaluatrice certifiée CVA et CPVA de chez Finantis Value. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle aujourd'hui de cybersécurité. Alors, c'est un sujet très mainstream parce qu'il est vraiment sur le devant de l'actualité depuis quelques mois de l'année 2022. On en a beaucoup parlé et j'ai bien peur qu'on en parle encore en 2023. Et j'accueille Dalila Benatia. Bonjour Dalila. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Directrice générale France de Terra Nova Security. Et vous avez sous le bras pour cette nouvelle année une étude vraiment passionnante réalisée l'an passé, fin d'année, réalisée par Ipsos, 5 pays. Sur un état des lieux de la situation de la cybersécurité et de la préparation des collaborateurs face à cette menace. D'abord, d'un point de vue très macroéconomique, vous nous confirmez que 2023 va être une année où on risque de nouveau à avoir des attaques, j'allais dire, presque dans tous les sens, et notamment vers les PME. Alors, on prévoit une multiplication donc, des cyberattaques. On le voit l'année 2022 avec une progression exponentielle des attaques, notamment par le vecteur qui est de compromission le plus important, qui est le phishing, mais pas que. Et selon le Césin, par exemple, sur le trimestre 3, il y a une augmentation de plus de 31% des attaques de phishing. Donc vous voyez que trimestre par trimestre, on parle même d'augmentation par trimestre en termes exponentiels. Ce qui nous amène effectivement à supposer que ces attaques et leur sophistication, c'est ça le point important, c'est la sophistication de ces attaques-là. Par le biais de ces techniques d'ingénierie sociale, comment on capte la personne, un utilisateur d'un système d'information, par des biais pour justement introduire cette attaque. Les ransomware, la criminalité, de nouvelles mafias qui s'organisent sur ces réseaux sociaux, sur ce numérique, et avec un focus particulier dans votre étude Ipsos sur 5 pays, le rapport des salariés, des collaborateurs à l'égard de la cybersécurité. 62% des salariés français, disent-ils, n'ont jamais reçu aucune information à la cybersécurité. Ça doit quand même nous alerter, et c'est la raison pour laquelle vous faites cette étude. Vous dites aux entreprises, attention, sensibilisez vos collaborateurs. Oui, alors effectivement, donc nous avons mandaté l'Ipsos pour conduire une étude internationale donc, qui a justement donné la parole aux utilisateurs du système d'information, ce qu'on ne fait jamais. Et là, donc les chiffres nous démontrent, notamment pour la France, que 62% des salariés déclarent ne jamais avoir reçu de formation, sensibilisation à la cybersécurité. L'entreprise considère que ce n'est pas une priorité, excusez-moi. Ça veut dire ça, à contrario. Alors, c'est peut-être pas le cas, c'est vraiment comment mettre ce processus en route, oui, bien sûr. Comment engager le salarié, comment le motiver à avoir cette information. Et puis, il faut aussi mettre, si vous voulez, l'accent sur la grande entreprise qui, elle... Et la PME. Voilà, oui. qui, elle, a sensibilisé parce qu'elle a des contraintes réglementaires, des enjeux, et puis peut-être des moyens. Et puis, vous avez donc la PME, la TPE, qui, elle, n'est pas équipée, que ce soit en termes de ressources, que ce soit en termes de budget, pour amener les utilisateurs à cette sensibilisation. Donc voilà, il faut prendre ce 62% à la mesure de
du segment d'entreprise. Est-ce que c'est vraiment une TPE-PME? Est-ce que c'est vraiment une Évidemment, entreprise, une grande entreprise? qui est déjà une maturité, une évolution sur ce sujet. On parlera d'ailleurs de l'évolution, si nous avons le temps, des DSI, des directeurs des services informatiques. Aujourd'hui, sont plutôt en train de devenir des spécialistes de la cyber. Mais je ferme la parenthèse. Le télétravail est aussi un risque de faille plus important. On a permis aux collaborateurs de travailler à distance dans des tiers-lieux ou à leur domicile avec du matériel informatique. Et là, il y a une faille. Oui, alors c'était vraiment l'objectif de l'étude, son contexte, si on revient à cette étude-là de l'Ipsos, c'était le contexte actuel, c'est-à-dire suite à la crise sanitaire et puis la déportation un petit peu de l'entreprise vers le domicile du salarié, mais on ne peut pas déporter les outils de sécurité vers... On ne peut pas, ça c'est sûr. Il y a des moyens, il y a des biais, toutes les protections, voilà, que ce soit une PME ou une grande entreprise, on n'aura pas les mêmes moyens de protection. Et donc ça fait vraiment un vecteur d'attaque supplémentaire, on l'a vu. Donc le contexte était là, c'est-à-dire l'augmentation des cyberattaques, le télétravail, et on estime que les télétravailleurs ont estimé ne pas avoir suffisamment de protection et surtout ne pas être suffisamment informés des risques, d'où ces chiffres qui sont justement conséquents par rapport à l'information et à la formation des utilisateurs du système d'information. Votre métier en tant que directrice générale, je leur dis, et je le précise, l'entreprise a été créée en 2001. Je trouve ça intéressant parce qu'on a eu beaucoup d'invités sur ce plateau qui sont des jeunes entreprises, parce qu'effectivement, il y a un marché et il faut l'adresser. 2001, quand Terra Nova Security se crée, c'est une femme qui le crée. Oui. Enfin, moi, de mémoire, j'ai gardé mémoire, en 2001, on ne parlait pas de cybersécurité. C'est une bonne remarque sur la société Terra Nova Security qui a été créée par Lise Lapointe, donc fondatrice, qui a eu cette vision... Une femme. Voilà, qui a eu cette vision, et puis une des premières femmes en cybersécurité, qui a eu cette vision qu'il fallait donner de la formation, mais à l'époque, c'était de la formation sur la sécurité informatique. Voilà, exactement. Et ensuite... d'année en année, on a vu cette évolution et on est passé à la sécurité de l'information. Et puis depuis quelques années, c'est-à-dire aux 5 ans, on parle vraiment de la cybersécurité, de la sensibilisation, de la formation à la cybersécurité. Mais une dernière question quand même. On évoque les grands groupes qui ont bien pris conscience de ces dangers. Et puis je pense aussi aux institutions publiques, je pense aux hôpitaux, avec des ransomware très élevés, plus de 10 millions, dit-on, puisque ces chiffres-là ne sont jamais communiqués réellement. La PME, est-ce que c'est un marché que vous adressez? Est-ce que vous dites qu'il faut que les PME s'unissent? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Parce qu'on a bien compris que les PME avaient des difficultés, que ça pouvait être une faille là aussi. Comment on les accompagne? Alors, vraiment pour un focus sur la PME, un chiffre clé, c'est une PME une PME sur 2 a été victime d'une cyberattaque en 2022, pour vous donner le chiffre. Par contre, 60% des PME qui sont victimes d'une cyberattaque déposent le bilan. Alors, pour vous donner vraiment ce chiffre-là... Parce que le coût, la rançon... Le coût, la rançon, l'arrêt de production... c'est terrible. C'est terrible. Donc, ce qui veut dire que l'accent, et on le voit, le gouvernement a mis l'année dernière les moyens avec un plan d'investissement sur la formation, la sensibilisation et l'audit cybersécurité au niveau du tissu économique PME, puisqu'il représente plus de 99% de notre tissu économique. Et il y a beaucoup à faire. Ça, c'est vraiment le constat. Et on va dire qu'en 2023, nous, ce qu'on propose, on propose des programmes qui sont des programmes plutôt packagés, prêts à être déployés pour la PME, parce que la PME, c'est quoi? C'est focus sur son métier, sur son expertise. Son et puis, elle n'a pas les moyens et les ressources, on va dire, de conduire une politique de sécurité de manière globale. Donc, le rôle d'entreprise, un petit peu comme c'est Terra Nova Sécurité, c'est vraiment d'accompagner. Mais on a également les institutions. On le voit, cybermalveillance elles sont des cibles. Est en train également de mettre en place des programmes d'accompagnement. On le voit aussi dans le plan de montée en charge de la force cyber, puisqu'on est aujourd'hui en tension.
Et le gouvernement prévoit d'augmenter à 75 000 millions salariés le nombre de la force. Une petite armée de femmes et d'hommes qui vont travailler et lutter contre la cyber, parce que l'État investit aussi, et nos armées aussi, et notre police aussi investit énormément. Merci Dalila Ben-Attia d'être venue nous rendre visite avec cette étude. Allez la voir, cette étude, elle donne un peu froid dans le dos, effectivement, sur les risques de progression et les enjeux que cela incombe. Merci, vous êtes la directrice générale France de Terra Nova Security. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau. On fait un petit point de droit en cette nouvelle année. Oui, évidemment. Qu'est-ce qui va changer? On en parle avec Étienne Pujol, et c'est dans Smart et Réglo. Il est notre invité. Smart et Réglo pour cette nouvelle année. On accueille Étienne Pujol, à qui je souhaite une belle année. Belle année aussi. À vous et évidemment à tous vos collaborateurs, avocat en droit social au cabinet Berilo. Nouvelle année, nouvelles règles évidemment. Alors on a souvent comme ça un peu les marronniers de début d'année. Qu'est-ce qui va augmenter? Alors en ce moment évidemment, on parle souvent les années précédentes du gaz. Là on en parle un petit peu moins parce que c'est capé. Quelles sont les principales mesures en droit du travail qui vont être modifiées et sur lesquelles vous dites attention, soyez vigilants, vous chef d'entreprise? Oui, alors une fois même pas coutume, on va parler plutôt paye que droit du travail, parce qu'effectivement, la loi de financement de sécurité sociale a modifié un certain nombre de points qui impactent à la fois les entreprises et leurs collaborateurs. Donc on pensait que c'était bien, effectivement, en ce début d'année, de vous en parler, de l'évoquer avec vous. Le premier qui va être peut-être le plus structurant, en tout cas qui va avoir le plus d'impact, à la fois pour les entreprises et pour leurs collaborateurs, c'est celui de la mise en place progressive d'un mécanisme, alors c'est un peu technique, je suis désolé, pour indemniser les journées d'absence pour maladie des collaborateurs, ce qu'on appelle les IJSS entre nous, indemnité journalière de sécurité sociale, où l'employeur progressivement en fait, va faire l'avance de ces indemnités pour le compte des collaborateurs, de manière à assurer un maintien de salaire et se faire rembourser lui-même par la Sécu. Exactement, alors qu'avant, vous le savez, les indemnités sont versées aux collaborateurs et donc il n'y a pas forcément l'employeur. Mais avant, il y avait un délai. Il y a même un delta entre l'indemnité et le salaire. Exactement. Alors que là, aujourd'hui, grâce à ce système, le salaire sera plein. Maintenu pour le collaborateur, et en fait, c'est l'entreprise qui va faire la trésorerie quelque part par rapport à ça. Alors ça rentre en place depuis ce matin et progressivement pour les entreprises, ça va durer 2 ans et voilà. Donc c'est probablement ce qui va avoir le plus d'impact au quotidien pour les entreprises et leurs collaborateurs, ce mécanisme de subrogation obligatoire par les entreprises. C'est un très joli mot, subrogation. Les heures sup, il y a aussi un enjeu là. Oui, il y a aussi les heures supplémentaires et ce qu'on appelle une déduction forfaitaire. Alors là, ça ne concerne que les entreprises, c'est-à-dire c'est la déduction des cotisations patronales. Côté patronal. Exactement, où il va y avoir une déduction systématique des heures supplémentaires pour les entreprises de moins de 250 salariés, ce qu'on appelle des petites et moyennes entreprises au sens du droit communautaire, c'est-à-dire de moins de 250 salariés. Elles ont un droit de faire une déduction forfaitaire. C'est 50 centimes par heure pour les salariés qui sont à l'heure. Et puis pour ceux qui sont en forfait jour, c'est 3,50 € par journée supplémentaire travaillée. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les entreprises. Oui, le coût des heures ou des jours supplémentaires va s'en trouver allégé par ces mécanismes de déduction forfaitaire. Donc l'esprit de la loi, là, pour essayer d'en comprendre l'esprit, c'est de permettre de libérer les heures sup, de permettre aux gens de travailler plus. Exactement. D'accord, c'est ça l'idée. C'est pas très gros, mais c'est déjà une petite... C'est déjà ça. Alors ça vient en complément d'autres mécanismes, mais effectivement, ça incite à faire en sorte que les collaborateurs n'hésitent pas, ou que les entreprises n'hésitent pas à demander des heures supplémentaires à leurs collaborateurs. Plafonné à 200 000 €. Hein. Exactement, sur 3 ans, oui. Voilà, quand dans de très grandes entreprises, évidemment, ça, comme on dit, ça peut cuber. Autre sujet de cette rentrée, le SMIC. Alors oui, le SMIC augmente mécaniquement par l'effet de l'inflation, donc effectivement ce mécanisme vient s'ingérer. Il y a aussi un autre point, alors qui concerne aussi alors là pour le coup les TPE, les entreprises de moins de 20 salariés, et qui est plus du juridique, c'est la manière dont les contrôles URSSAF vont se passer. C'est-à-dire la durée du contrôle est limitée maintenant à 3 mois. Donc, ne peut pas s'étendre comme ça sur trop longtemps. Donc, il vient au mois de 1er janvier et partira au 1er mars. Et il repartira exactement au terme de ces 3 mois et le mécanisme va s'arrêter à ce moment-là. Donc, ça évite que ce soit trop chronophage pour les entreprises. Et alors, un point qui concerne, là, pour le coup, toutes les entreprises, notamment celles qui appartiennent à un groupe, c'est une petite révolution pour nous dans les contrôles URSSAF, c'est que maintenant, les contrôleurs vont pouvoir utiliser des données qu'ils ont utilisées au sein du même groupe à l'occasion d'autres contrôles. Donc transversalité Exactement. On croise les données et s'ils ont obtenu des informations dans le cadre du contrôle d'une entité du groupe,
auquel appartient Ça, c'est l'entreprise. le coup de téléphone bismuth, ça. En fait, on ratisse très large, quoi. On ratisse de plus en plus Il ne large. traite pas de ce dossier tout de suite, mais il le met de côté au cas où il en ait besoin plus tard. Exactement, et pour une autre entreprise. Donc c'est quelque chose qui est assez, entre guillemets, révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on va dire, ben, tiens, dans l'entreprise A, J'ai vu ça. Typiquement du prêt de main-d'œuvre entre deux entreprises. Comment ça se passe dans l'entreprise qui a bénéficié de ce prêt de main-d'œuvre? Est-ce que ça a bien été déclaré? Est-ce que les rémunérations ont bien été versées? Est-ce que la refacturation est intervenue? À quel coût? Eh bien voilà, le contrôleur va pouvoir utiliser ces informations perçues. Donc c'est assez intéressant d'un point de vue juridique de savoir comment ils vont utiliser ces données-là. Et peut-être un peu angoissant aussi parce qu'il faut, voilà, ça demande. C'est-à-dire que l'entité qui est contrôlée, elle ne va pas forcément le savoir. Bah non, Et c'est dans son dos, ça. Dans la lettre d'observation qui va donc entériner les conclusions des investigations, on va découvrir des choses et dire mais j'étais pas au courant de cette information peut-être. Donc voilà. C'est un problème de litige d'ailleurs là. Oui, exactement. Un problème de droit là. Oui, c'est probablement d'un point de vue droit du travail l'évolution la plus significative. Le reste c'est un peu plus de la paye. Un dernier mot, parce que ça c'est une nouvelle intéressante, des mesures pour les jeunes parents. Oui, alors pour les jeunes parents, exactement, c'est les indemnités le congé parental et le congé maternité qui vont être modifiés aussi dans la prise en charge des absences liées à la parentalité. Avant de nous quitter, il y a quand même un point sur lequel vous vouliez vraiment faire un petit focus avant de nous quitter, c'est ce versement mobilité. Oui, alors dans beaucoup d'agglomérations, vous le savez, l'employeur verse des sommes aux collaborateurs pour qu'ils puissent utiliser le transport en commun, etc. Le fameux pass Navigo à Paris. Exactement. Et donc, voilà, là, il faut vous rapprocher de vos experts comptables pour savoir de quelle agglomération vous appartenez, pour savoir quelle est l'augmentation obligatoire que vous allez devoir verser à vos collaborateurs depuis ce matin pour qu'ils viennent vous retrouver en dehors de leur jour de télétravail. C'est parfois un peu complexe. Oui, c'est assez complexe. Tout ce qui relève de la paye est souvent compliqué. C'est souvent les experts comptables et les services qui savent ça. Il y a aussi vous avez jusqu'à vendredi, donc 5 janvier, pour déclarer aussi pour les collaborateurs qui sont sujets à des facteurs de pénibilité, pour déclarer cela en DSN sur le compte de prévention de la pénibilité, le C2P. Merci Étienne Pujol d'être venu nous rendre visite pour cette première émission, puis un avocat qui parle bien des experts comptables, ça fait toujours plaisir pour démarrer l'année. Comme quoi c'est pas antagoniste. Comme quoi c'est pas antagoniste, vous êtes quelqu'un de très fair-play, avocat en droit social, cabinet Berilo, c'est un vrai plaisir de vous accueillir et puis je vous dis à très très bientôt tout au long de cette année 2023. On fait une courte pause et on va s'intéresser à la situation des personnes handicapées dans l'entreprise. On en a beaucoup parlé sur ce plateau, mais on voulait, pour démarrer cette année, faire un état des lieux, tant à travers des structures qui accompagnent les entreprises pour permettre bien à ces personnes de trouver un emploi, qu'une entreprise, c'est la Banque Postale, pour ne pas la citer, qui sera avec nous pour nous parler de ces actions concrètes, pour permettre notamment aux jeunes en situation de handicap, de trouver un emploi. On sait que le taux de chômage est très élevé. On fait le point juste après la pause, ce sera le cercle RH. Le cercle RH et le débat quotidien de Smart Job, on en a beaucoup parlé l'an passé, on va continuer évidemment à en parler sur ce plateau, la situation des personnes handicapées sur leur lieu de travail et surtout dans leur accessibilité au travail. Comment font-elles pour trouver un emploi? Est-ce que c'est si facile? Quand on voit les chiffres réels, c'est compliqué, et notamment pour les jeunes en situation de handicap, et puis versus les entreprises répondent, mais nous on ne trouve pas de jeunes en situation de handicap diplômés, c'est compliqué, qui revient évidemment aux questions de formation initiale. On fait le point avec trois spécialistes dans leur domaine respectif et des acteurs très concrets. Servane Chauvel est avec nous. Bonjour Servane, vous êtes délégué général de l'association Arpège. On fera le point avec vous sur l'action concrète que vous menez. Katia Dayan est avec nous. Bonjour Katia, bonjour. Présidente fondatrice de l'agence de communication et entreprise adaptée Les Papillons de Jour. Et 80% de vos collaborateurs, c'est ça, sont mes salariés, voilà, vos salariés de handicap. Et vous accompagnez des entreprises, vous allez nous en parler. Et puis avec nous sur ce plateau, Pierre Ernst. Bonjour Pierre, vous êtes secrétaire général et membre du COMEX de la Banque Postale Asset Management, et très engagé, et vous parlerez des actions que vous allez enclencher, et vous ne serez pas tout seul, il y a tout un travail en réseau sur ce sujet. D'abord, juste pour faire l'état des lieux, vous qui êtes des acteurs, et je parle à vous mesdames, et on va vous parler, on se tournera vers vous monsieur ensuite, mais c'est plus compliqué quand on est un jeune en situation de handicap, pour trouver un emploi, j'allais dire que je défonce une porte ouverte, qu'un jeune en situation, j'allais dire normale, de normalité. Alors, je ne sais pas si c'est plus compliqué, mais en tout cas, c'est un véritable sujet aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de formation
qui est là pour ces jeunes qui sont en situation de handicap, parce qu'il faut reprendre tout à la source dans les écoles, comment les accompagner, comment les former, rendre accessibles aussi les locaux, parce que ça, on parle jamais de ça, mais c'est très important. Évidemment. Ben oui. Si on peut pas rentrer, bien on sûr. peut pas rentrer à l'école. Donc vous voyez, c'est vraiment la genèse, c'est vraiment au début. C'est vraiment le début du début. Servane, vous en pensez quoi? Parce que vous êtes très engagé auprès des publics jeunes. Ce que j'ai tout à l'heure devait faire écho. On a eu des chefs d'entreprise sur ce plateau qui nous disaient en 2022, nous on est prêts, mais le problème c'est que je cherche des profils particuliers et je ne les ai pas parce que les filières de formation ne sont pas assez ouvertes à un public de jeunes en situation de handicap. Vrai ou pas? Oui, vrai. En fait, il faut d'abord aider les jeunes à trouver leur orientation. C'est-à-dire que pour qu'ils aillent vers des métiers, pour qu'ils aillent vers des entreprises, encore faut-il, et dès le plus jeune âge, effectivement, leur permettre de rentrer en relation avec le monde professionnel. Et déjà, ça permet d'avancer. Et nous, c'est ce qu'on fait au quotidien. Entrer en relation, ça veut dire déjà aller voir concrètement, se rendre compte, connaître les filières, parce qu'il faut, c'est ça l'idée. Hein. Connaître les filières, connaître les métiers, aller voir dans l'entreprise ce qui se passe, rencontrer aussi les missions handicap et les gens dont c'est le métier, d'accueillir ces jeunes et ces salariés-là avec tous les aménagements qui sont autour. Et puis toutes les périodes d'immersion professionnelle, c'est-à-dire que quand on cherche un stage, une alternance ou un emploi, c'est le premier pas vers l'entreprise. Bien sûr. Et il faut que les portes soient ouvertes pour que tout le monde vive ensemble. Pierre Ernst, parlez-nous de votre initiative tant à la Banque Postale qui est très engagée sur ce sujet que sur cette initiative d'Andy Finance, parce que vous travaillez aussi en réseau. D'abord, pourquoi cette mobilisation, pourquoi cette volonté? Parce qu'il faut une volonté. Déjà parce que... Alors je mets de côté les 6% obligatoires qui sont ce chiffre imposé par l'État de 6% du personnel en situation de handicap, parce qu'il faut quand même le rappeler, tout ça ne se fait pas uniquement sur la base de la bonne volonté, ça se fait aussi parce que l'État, les pouvoirs publics ont engagé une politique volontariste. Et on est parti justement de ces 6%. Il y a maintenant donc 10 ans, on s'est retrouvé avec quelques autres sociétés de gestion en disant on a ce taux de 6%. Ou alors on paye. Ou alors on paye. Alors c'est quelque part une solution de facilité, même si ces 6% sont utilisés et bien utilisés en France pour aider les personnes en situation de handicap. Mais on s'est dit essayons de recruter des personnes. Et là, on est arrivé sur un constat de difficulté, en fait, de formation, puisqu'on embauche plutôt des personnes en Bac+2 à Bac+5. Le métier de la finance n'était pas forcément un métier très connu. Donc, on s'est dit, on va monter une formation entre nous, adossée évidemment à une université, et avec l'objectif de prendre des alternants pour les ramener en fait et les amener en fait dans nos métiers. Donc on a fait ça il y a une dizaine d'années. Donc ça a permis de former un peu plus de 60 alternants avec d'autres entreprises et le cercle d'entreprises de la finance s'est élargi progressivement avec le groupe Crédit Agricole, avec BNP Paribas. Pour dire c'est possible, regardez ça marche. Et là de façon très sans frontières entre nous, c'est-à-dire que nous notre volonté c'était de pouvoir recruter et progressivement en fait ce qui a été assez intéressant et passionnant dans cette histoire, c'est que finalement on a monté en connaissance, on a cassé des barrières psychologiques. Vous avez appris aussi, vous. Absolument, tout à fait. Et donc, on a progressivement monté en fait, ces taux d'emploi dans nos entreprises. Je vais donner la parole à Katia Derian, parce que c'est aussi une de vos missions d'accompagner les entreprises, d'apporter votre conseil, et aussi parce que vous avez appris avec vos collaborateurs au sein de votre entreprise, de fait. Mais quelles étaient les premières difficultés en un mot? Parce qu'il y a l'accessibilité, et puis, excusez-moi d'être un peu concret, mais il y a aussi le choix du handicap. Il y a moteur, pas moteur. On a aujourd'hui la question des autistes, Asperger, toutes ces personnes brillantes. Comment vous avez fait? Comment ça se passe là quand on démarre cette aventure-là humaine? Alors, il faut être accompagné, hein, il ne faut pas le faire tout seul. Bon, d'abord, il faut juste rappeler que 80% des handicaps sont invisibles. Hein, c'est ça. Donc, on a l'image du handicap physique, mais en fait, c'est une très faible proportion en fait, des personnes en situation de handicap en France. Donc, il faut effectivement se faire accompagner. Il y a des cabinets qui nous assistent. On s'est aussi appuyé sur les organes aussi publics pour... Vous allez vous voir après l'émission. Et ce qui était important pour nous, c'était on a mis aussi une préformation pour ramener aussi, parce que c'était pas que des jeunes, hein, donc nous l'idée c'était des personnes aussi en réorientation, en reconversion. Il fallait aussi s'assurer effectivement, parce que c'est des métiers dans lesquels nous on a du stress, il y a aussi des problématiques aussi de langue, de bureautique en fait, donc on a mis en place un dispositif pour les aider vraiment
adapter les bureaux, rentrer dans le secteur du travail. Katia, concrètement, vous, votre histoire, votre parcours, votre entreprise, vous vivez avec ces personnes, vous les accompagnez, elles grandissent, et donc vous transmettez derrière. Oui, alors moi, pour ma part, en fait, comme je sors aussi d'un grand groupe avant de monter les Papillons de jour, alors vous dites depuis 10 ans, c'est ça? C'est-à-dire que c'est axé vraiment depuis 10 ans. Alors la loi de 2005 sur les 6% d'emploi, elle existe depuis 2005. Moi, quand j'ai monté Papillon de jour, j'ai compris une chose, qu'il y avait un manque d'information, un manque de communication déjà sur le handicap dans les grands groupes, dans les entreprises. Et à partir de ce postulat, on a toujours eu des personnes en situation de handicap, on a toujours eu des jeunes, des moins jeunes. On s'est toujours préoccupé dans les grands groupes, quel que soit le niveau et les échelons que l'on a par rapport au poste que l'on a. Eh bien, on a toujours travaillé sur la reconversion professionnelle. Mais le problème, c'est que dès qu'on parlait de handicap, on associait ça à la non-compétence, la peur, comment on va faire. Un frein, là. Et c'était un frein énorme. Et au niveau des directions RH, des COMEX, des directions même financières... On ne savait pas comment faire, concrètement. On ne savait pas comment faire. Et on identifiait vraiment le handicap à la non-compétence. Enfin, je ne veux pas être violente, mais c'est vraiment ça. Et il fallait en parler. Moi, quand j'ai monté Papillon de jour, j'ai des métiers autour de moi qui sont de la communication, bien sûr. Webmaster, web designer, créa, chef projet. Avec des problématiques de bureau, d'aménagement d'espace, un peu comme dans la finance. Il faut préparer les espaces, il faut... c'est-à-dire que si on n'a pas d'accessibilité dans ces locaux, quel que soit le groupe et quel que soit le nom que l'on a en France, même si on y met de la meilleure des volontés, si on ne peut pas, nous, se rendre en situation de handicap à notre boulot, c'est pas possible. On sait qu'il y a une seule station de métro quand même à Paris, c'est la ligne 14. Oui. Enfin, à un moment donné, toute nouvelle ligne 14. Oui, c'est inadmissible. J'ai envie de dire, c'est inadmissible, excusez-moi. Les bus, les trottoirs, les rues. Donc, les volontés, elles sont là. Monsieur, on est un témoin majeur. Vous travaillez avec des jeunes aussi. Donc, déjà dans la genèse, le handicap, c'est le handicap invisible, visible. Il ne faut pas mélanger un handicapé qui n'a pas qui a des handicaps extrêmement lourds avec le handicap où il y a des compétences. C'est ça. Donc il fallait vraiment briser les tabous et casser les tabous. Servan, juste, c'est la compétence. Je vous donne ces chiffres. 59% des demandeurs d'emploi en situation de handicap le sont sur une longue durée, donc ce qui renvoie à ce que vous dites, c'est-à-dire quand on enclenche ce processus, on a du mal à trouver l'emploi adapté pour toutes les raisons que vous évoquez. Et 8,7% des demandeurs d'emploi sont en situation de handicap sur l'ensemble donc des demandeurs d'emploi en catégorie A. Moi, je voudrais, si je peux me permettre... Permettez-vous et Servan ensuite. Et je pense que vous êtes peut-être d'accord avec moi, vous serez d'accord avec moi, c'est que moi je travaille beaucoup avec les jeunes, mais partout en France, il y a une véritable problématique dans les écoles de formation aussi, et puis dans les écoles publiques, c'est qu'il n'y a pas d'accessibilité, et que quand ces jeunes rentrent, il n'y a pas d'encadrement non plus qui est mis en place. Donc il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas d'accessibilité. Ces jeunes se retrouvent en fin de parcours, même pour un stage, quand ils téléphonent, livrés à eux-mêmes, il n'y a pas d'accompagnement. C'est tout à fait vrai. Et ça, je les ai eus en ligne. On a essayé de trouver des solutions aux Papillons de jour parce qu'il y a véritablement un frein de l'autre côté en disant vous êtes en fauteuil roulant, vous êtes en situation de handicap, il n'y a rien pour vous. C'est malheureux à dire. Tout le monde n'est pas comme ça. Mais je ne sais pas si vous recevez cette information comme moi. Concrètement, vous ne nous avez pas dit ce que vous faisiez exactement, parce qu'on a bien identifié ce que faisait Katia en tant qu'entreprise de communication qui est très engagée. Il y a un engagement. Ah oui. Mais concrètement, vous faites quoi? Quelle est votre mission précise? Notre mission, ça va être de rapprocher le monde de l'éducation nationale avec le monde de l'entreprise. Oui, on en revient toujours à la formation. On a décentré le sujet. C'est la base. Exactement. Le but, c'est... Alors, il y a des jeunes qui, effectivement, peuvent avoir des difficultés dans leur scolarité. Il y en a d'autres qui ont les aménagements mis en place. Il y a quand même des dispositifs Ulysse et il y a des gens qui accompagnent. Donc, il y a toujours des solutions encore à trouver. Et souvent, on vient à nous quand, justement, il n'y a pas ces solutions. Donc, vous, comme nous, généralement, on est sollicités. Mais attendez, excusez-moi, vous prenez une brouette, un peu de ciment, vous cassez les murs. C'est des choses très concrètes. Quand une administration vous dit « j'ai pas d'accès », vous allez avoir une bureaucratie très lourde qui va dire « oh là là là, comment on fait ?» Comment vous faites concrètement? Alors là, on est sur l'accessibilité du cadre bâti, mais encore une fois, c'est loin d'être la majorité. C'est ça. Vous dites qu'on prend... Alors nous, on ne prend pas la brouette. Par contre, on prend notre téléphone et on appelle les entreprises. Arpège, c'est un réseau de près de 140 employeurs engagés. Des grands groupes, des PME, des ministères, des collectivités publiques, des entreprises adaptées aussi, qui du coup ouvrent leurs portes aux jeunes. Donc l'idée, c'est de leur dire, voilà, déjà, allez
découvrir les métiers. Quand on va dans une entreprise, il y a des choses extrêmement positives. Pour vous, c'est important, ça fait 2 fois que vous nous le dites, c'est-à-dire allez voir ce que c'est concrètement. Exactement, c'est déjà aller dans une entreprise, arriver à une banque d'accueil, se présenter, aller dans les murs et voir ce qui se passe. C'est découvrir ensuite les métiers, parce que quand on est en 3e, quand on est au lycée, on nous dit, il y a des entreprises qui veulent recruter à Bac+2 ou à Bac+5 plus tard, et toi en même temps on te demande ce que tu veux faire avec Parcoursup, etc. Puis on est perdu, hein. on a 14 ans. Ça c'est pour tout le monde. Hein. Ça c'est vrai, c'est vrai. C'est tous les jeunes. jeunes. Il faut leur donner un peu de matière oui. pour y parvenir, et c'est ce qu'on fait en proposant à des salariés. Et, dernier point, les salariés qui vont être là pour pouvoir parler de leur métier, ce sont des gens qu'on va aussi sensibiliser au sujet du handicap. On le disait tout à l'heure, c'est comme si parce que ça marche dans les deux sens. Hein. Voilà. Exact. En fait, c'est les équipes qui sont à l'intérieur qui vont, et les personnes qui dirigent ces sociétés-là, qui vont pouvoir aussi être à l'initiative des choses qui bougent en interne. Servan, Pierre Ernst, vous êtes le représentant de la Banque Postale. Il y a les deux côtés. Il y a le chef d'entreprise qui doit aussi faire beaucoup de pédagogie avec ses équipes en disant j'ai fait un choix, ce qui est un vrai engagement, c'est un choix politique, et nous allons tous permettre à ses collaborateurs de trouver leur place. C'est sérieux, parce que vous avez aussi beaucoup de personnes handicapées qui vous disent j'ai pas trouvé ma place. J'ai pas trouvé ma place, je veux pas me reconnaître dans mon entreprise, j'ai peur d'être stigmatisée. Donc oui, il faut accompagner les entreprises et leur créer des outils pour pouvoir le faire, pour redonner confiance à son salarié et pour redonner confiance aux jeunes qui vont venir découvrir des métiers, ce que vous faites très bien. Pierre, si vous vouliez répondre. C'est pour ça qu'il y a plusieurs vertus en fait, parce que si on regarde je crois qu'il y a eu des enquêtes, je crois que 2 tiers en fait des dirigeants ont envie en fait d'intégrer. Ah oui, ça sur le. Oui. Ils ont envie. Et c'est par vrai. contre, 2 entreprises sur 3 trouvent des freins en fait à cette. Exactement. Et donc il faut arriver à trouver des dispositifs, et c'est pour ça que ce type de dispositif qu'on a mis en place, en fait, ça a été aussi un partage des bonnes pratiques entre nous, puisque ça nous a permis en fait de monter en connaissance là-dessus. Et je dirais qu'il y a 2 vertus en fait dans pousser les dispositifs de ce type et l'embauche de personnes. Mais j'ai pas été précis. Ça vous apporte quoi dans l'entreprise ? C'est ça qui est important. Il y a 2 éléments importants pour les personnes, pour les équipes qui accompagnent ces alternants. Pour nous, ça a été une expérience extraordinaire. C'est ce qui ressort tout le temps. Parce qu'en fait, on casse certains clichés, des tabous et autres. Et la deuxième chose qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est qu'on a beaucoup déjà de salariés qui sont en situation de handicap et qui ne se déclarent pas. C'est ce que j'ai et donc, le fait que l'entreprise elle-même fasse cet engagement et dise... On libère la parole et on se déclare. Donc, mécaniquement, on a monté aussi nos taux d'emploi par des déclarations, parce qu'on favorise et on dit effectivement qu'il y a plus... Oui, parce qu'on redonne confiance. On redonne confiance. Je m'autorise quand même à dire que pour certains salariés, le fait de se déclarer, ils savent qu'ils ont des difficultés, qu'ils pourraient se déclarer, ils le savent, ils ne le font pas pour des questions alors qui ne sont pas de discrimination, mais c'est presque une sociologie. Ils changent de monde, ils se sentent... Non, ils ont peur d'être stigmatisés comme incompétents ou tout de suite heureux. Mais c'est pas volontaire, c'est comme ça. Donc je pense que c'est vrai que dès le départ, c'est l'ADN de l'entreprise. C'est l'ADN de l'entreprise. Son appartenance, avant, il y a des années, nos parents, ils allaient bosser, ils étaient fiers d'être dans une entreprise, il y avait une appartenance, on était motivés parce qu'il y avait l'humain, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, que ce soit vis-à-vis des jeunes. Aujourd'hui, ça a vraiment beaucoup changé, on est tous et toutes dépassés, et je pense que quand on parle d'humain, ça fait partie de l'humain aussi, d'écouter son collaborateur ou sa collaboratrice, et de se déclarer. De se déclarer, mais pour cela, c'est vraiment... Et puis les entreprises, elles sont très très volontaires. Hein. Les grands groupes, comme les petites PME, elles sont très volontaires. On a fait beaucoup de chemin, je suis d'accord. Parce qu'on en a beaucoup parlé, parce que vous en parlez, j'en parle, on en parle, on est là, on remonte. Les médias en parlent. Les médias en parlent. Il y a du relais. Je remercie vraiment les médias d'aujourd'hui de nous inviter. Juste avant de nous quitter, parce que le temps file à toute allure, et j'en suis désolé, le débat est passionnant. Certains évoquaient, parce que la GFIP évoquait cette question de réaugmenter le taux. Je pense que c'est bien. C'est bien. Vous dites que c'est bien. Vous trouvez ça bien ? C'est bien. Après. On passe de 6 à 8 ? Après, il faut arriver en fait à... Et certains disent non, ça ne marcherait pas. À faciliter 6. Non, ça marche déjà pas à 6. Allez-y. Si, ça marche. La preuve d'ailleurs, c'est que le taux de chômage a baissé ces dernières années. C'est vrai. Donc ça marche. Et là, il faut aussi souligner le fait qu'en France, parce qu'on est toujours parfois un peu autocritique en France, mais la France est un des pays en Europe qui favorise beaucoup cette inclusion. Donc il faut continuer. Donc vous ne seriez pas hostile à l'idée, on assume. Mais pas du tout. Parce qu'il y a des entreprises, pardonnez-moi, je ne vais pas les citer sur ce plateau, mais qui sont très très loin du compte. Elles sont à 1,5, 1.
strictement rien à voir. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont toujours été loin du compte, mais il y en a beaucoup qui s'en rapprochent de plus en plus. C'est vrai, qui sont à 4,5, 8. C'est pas pénaliser les entreprises de dire on passe de 6, on va passer à 8. C'est parce que le monde a changé, il y a de plus en plus de personnes en situation de handicap. Et le chômage a baissé, le taux de chômage a baissé, il faut quand même le dire. Vous en pensez quoi? Parce que vous avez un public de jeunes qui entrent dans la carrière et à qui c'est pas simple. Déjà de plus en plus de jeunes qui avancent dans leur parcours de formation, parce que mettre des quotas, c'est aussi mettre les moyens en face, d'avoir le public qui est accompagné. En fait, c'est surtout l'accompagnement qui va aller... c'est les humains pour les accompagner, pour les entourer. C'est les relations, c'est les questions des réseaux. Et c'est la transformation, exactement. Donc l'idée, c'est un quota, c'est bien, quel qu'il soit, c'est après comment on y parvient, comment on permet aux jeunes d'être sur le marché de l'emploi demain, comment on permet aux équipes d'être ouvertes. Moi, j'aimerais bien juste poser une question et que chacun se la pose à soi-même, c'est... finalement, quand on recrute un salarié de manière classique, on ne se pose pas toutes les questions en disant j'ai peur que mon entretien, que mon processus de recrutement ne soit pas bon, j'ai peur que ce ne soit pas le quotidien. On ne se pose pas toutes ces questions-là parce qu'on se dit voilà, ça s'est bien passé, on l'intègre dans tel service la semaine prochaine. Pourquoi, en fait, on se pose plus de questions parce qu'en haut du CV, il y a marqué RQTH. Et déjà, en fait, nous-mêmes, on se met des freins. Et c'est une personne... C'est très moche, RQTH, parce que vous entendez, tiens, ça, c'est un RQTH. Objectivement, c'est très laid. C'est une personne qui peut peut-être demain être recrutée sans avoir mentionné son handicap, parce que c'est important aussi de garder la notion de liberté, que ce soit pour les... Évidemment, évidemment. Donc... Mais le quota et la loi, donc pour le coup, cette loi est arrivée en 2005, elle a joué un rôle important. Je pense notamment à Jacques Chirac, qui a eu aussi... Jacques Chirac, je m'autorise à le dire, puisqu'il a lancé un processus incroyable, et notamment en Corrèze, qui est un département incroyablement engagé en faveur du handicap. Un mot, Katia, ça vous a apporté quoi, vous, chef d'entreprise, fondatrice de cette belle entreprise Papillon de Jour, vous, à titre humain et personnel? Parce que vos collaborateurs, en grande partie, en grande majorité, sont en situation de handicap. Oui, 80%. Ouais, ça vous a apporté quoi? Du bonheur. Comme quoi que ce combat valait le coup. Et puis, pour moi, c'est un miracle, aujourd'hui, d'avoir pu, d'abord de travailler avec des personnes en situation de handicap ou pas. Dans la vie, il faut être humain et bienveillant. Et donc, du coup, ça montre que c'est possible. Et que, comme vous le dites très très bien, c'est dès le départ qu'il faut changer les choses. Bien sûr. Quand on recrute quelqu'un, moi demain je viens dans votre boîte, j'ai besoin d'être intégré, RQTH ou pas, j'ai besoin d'avoir une intégration pour que vous m'expliquiez quel est le poste que je vais avoir, qui vont être mes collaborateurs, quel est l'ADN de la Poste, par exemple. L'ambiance, la façon dont... Bien sûr, c'est essentiel. Mais ça, pour une personne RQTH qui est très laid, ou pour une personne lambda, c'est la base. Si je m'invite à la maison, je vais bien vous recevoir. Donc c'est toujours pareil. J'espère. Oui, toujours. Ouais, bien sûr. Mais c'est toujours pareil. Parmi les banques, parce qu'il faut quand même les citer pas toutes, mais il y a de très très belles banques, les BNP, Mundi et plein d'autres. Quand vous mettez LCL, quand vous mettez autour de la table, parce que vous faites des retours d'expérience, vous parlez entre vous, qu'est-ce que vous vous dites? Vous avez des retours RH? C'est pas simple. Rien n'est simple. Pourquoi c'est pas simple? Parce que les dispositifs sont pas simples, parce que de trouver des candidats aujourd'hui... On en revient à ma première question, je m'autorise. On a du mal à trouver, on est 10 entreprises partenaires, cette année on a du mal à trouver des candidats dans nos métiers. Oui, on va élargir aux métiers de l'informatique, de la data, de la cybersécurité. Vous avez 2 actrices sur le plateau qui pourraient peut-être vous accompagner. Ouais, c'est ça. Nous on en avait marre de ça. Mais après, c'est une aventure humaine depuis 10 ans avec sans barrière de concurrence entre nous. Justement avec cette objectif. Transversalité autour de cette question. C'est une richesse culturelle, de diversité pour nos entreprises. Merci. Qui est très importante. C'était un plaisir de partager ce moment. J'ai même fait déborder ce beau débat. C'est vous dire. Merci à vous, Katia Dayan, pour cet engagement entrepreneurial. Présidente fondatrice, agence de communication Papillon de Jour. Allez donc voir le site. Peut-être allez vous parler à l'issue de cette émission. Je remercie Servane Chauvel, qui vous allez pouvoir aussi échanger au contact de tous ces jeunes. Plus de 17 000 à 18 000 bénéficiaires, je précise, vous n'avez pas donné les chiffres. Vous êtes la déléguée générale de l'association Arpège, et merci à Pierre Ernst d'être venu sur le plateau, secrétaire général, membre du COMEX, engagé dans Handiforma Finance, et c'est la Banque Postale Asset Management. Merci à vous 3. Merci à vous. Et vous reviendrez peut-être, parce qu'on va essayer de suivre de très près ce sujet. Et on termine, on va parler d'un sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, l'importance de la reconversion. Et on accueille notre invité dans Fenêtre sur l'emploi.
Fenêtre sur l'emploi, et on parle des entreprises. Alors c'est un vrai sujet presque de baby boomer. Comme les salariés, les entreprises aussi arrivent en bout de course. Les chefs d'entreprise prennent leur retraite et bien parfois ont des difficultés pour céder, pour avoir un repreneur. Et ça a des enjeux forts sur l'emploi. On en parle avec Sylvie Gamet. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous êtes évaluatrice certifiée CVA et CPVA et CEO de Finantis Value. D'abord, votre mission, c'est quoi? C'est de dire, le premier message, il y a 750 000 entreprises qui vont être à céder ou à racheter, on est d'accord? C'est quoi votre mission, vous, aujourd'hui? En fait, notre mission, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise pour anticiper cette vague de cession qui va avoir lieu dans les 10 années qui viennent. Et en fait, comme il y a de moins en moins de repreneurs sur le marché, il va y avoir une sorte de compétition entre ces entreprises à céder. Et l'idée, c'est d'accompagner ces chefs d'entreprise pour anticiper et positionner au mieux leur entreprise et trouver repreneurs, céder leur société aux meilleures conditions. Il y a un conseil, parce que évidemment, votre travail, c'est un vrai travail presque scientifique. C'est-à-dire vous faites de la valorisation, vous allez calculer exactement combien vaut l'entreprise, les actifs, et puis c'est la vie, c'est le travail d'une vie la plupart du temps. Vous dites quoi aux chefs d'entreprise? N'attendez pas le dernier moment, parce que quand on est chef d'entreprise, on ne veut pas la lâcher, son entreprise. C'est ça. Ils ne veulent pas lâcher leur entreprise et puis ils ont une vue subjective de leur entreprise. Bien sûr. Ils imaginent qu'elle vaut des centaines de milliers d'euros. Et ils la surrévaluent un peu. C'est ça. Et nous, notre métier, c'est d'avoir un regard plus objectif. Et l'idée, c'est de prendre suffisamment de temps à l'avance la valorisation de l'entreprise pour déjà présenter un premier chiffre au chef d'entreprise et lui expliquer comment il peut l'améliorer, ce chiffre-là, potentiellement, en fonction de ce qu'on a repéré des forces et des faiblesses de sa société. Et donc là, vous lui amenez un diagnostic chiffré. Et j'imagine derrière la stratégie, parce que vous n'allez pas jusqu'à aller chercher le repreneur, c'est à lui d'enclencher. Ça, c'est quand même un processus qui n'est pas simple non plus. Tout à fait. C'est pas simple, et opérationnellement et humainement. Et psychologiquement. Oui, c'est compliqué. Oui, bien sûr. En effet. Donc l'idée, c'est de les accompagner au mieux, en effet, sur déjà construire, formaliser, entre guillemets, le capital. Ce qu'ils ont construit quasiment pendant toute une vie pour certains, et être prêts pour céder les clés à un repreneur. Donc opérationnellement, en effet, il y a tout un tas de choses évidemment à mettre en place. Excusez-moi, puis c'est un peu comme une maison, pour le rendre un peu simple, il faut faire la bonne éval, quoi. C'est ça. Parce que sinon, on ne la vend pas, sa maison. Exactement. C'est ça l'enjeu. Exactement. Et parfois, ils vous disent, non, elle vaut beaucoup plus cher parce que psychologiquement, en fait, ils ne veulent pas la vendre. Alors, ils ne veulent pas la lâcher. On peut rentrer loin dans la psychologie d'entreprise, mais c'est vrai. Et ce qui est compliqué dans cette étape de vie de l'entreprise et du chef d'entreprise, c'est qu'en même temps, il doit rester investi dans son entreprise pour garder la valeur de son entreprise. Mais oui. Et en même temps, se désinvestir parce qu'il va donner les clés à quelqu'un d'autre. Et donc, il y a tout un enjeu psychologique, émotionnel, humain, qui est aussi hyper intéressant derrière ça. Ça, vous avez à le traiter aussi dans Finantis Value. C'est-à-dire que vous avez à jouer à la fois sur de la valo, mais il y a aussi du coaching de valeur. C'est un peu ça, quoi. C'est ça, c'est le coaching de valeur. Mettre des mots sur des chiffres. Ouais, c'est ça. Et puis montrer aussi aux chefs d'entreprise que ce n'est pas qu'une question de compte, de choses comptables à traiter. Non, c'est autre chose. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. La marque, l'image. Les innovations qui ont pu être mises en place, qui ne sont pas nécessairement écrites dans les comptes. Donc tout ça est à mettre en avant, à consolider. Et puis avant de nous quitter, la valeur humaine des collaborateurs, parfois dans des sites industriels qui sont des collaborateurs à très haute valeur ajoutée. Oui. Ils pèsent. Et puis la capacité à les fidéliser, surtout aujourd'hui avec la tension de l'emploi. Exact. Voilà. Vous avez donc beaucoup de travail parce que vu les chiffres que vous annoncez, il y a donc beaucoup d'entreprises qui sont à céder. Ce sont aussi, d'ailleurs, je vous le dis, des opportunités intéressantes. Il faut peut-être aller voir justement ce marché des entreprises à céder. Merci Sylvie Gamet d'être venue nous rendre visite, évaluatrice certifiée et CEO, fondatrice donc, de Finantis Value. C'est votre bébé à vous. Il faudra le céder un jour peut-être. Peut-être, certainement. Peut-être. Vous aurez les bons chiffres. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Merci à notre ami réalisateur. Merci à Saïd pour le son. Merci à Nicolas Juchat. Merci à Laure-Hélène aujourd'hui pour l'accueil invité et son sourire. Je vous retrouve évidemment demain pour de nouvelles aventures. Et puis très belle année évidemment à toutes et à tous. Année 2023 qui démarre sous les meilleurs auspices ici sur le plateau de Smart Job. Et puis merci à toutes les équipes qui vont nous accompagner. Je vous dis à demain. Bye bye.